Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Finance Innovation ESG Investissement. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants, donc nous sommes 6 sur un webinaire ESG à parité pour, je crois que c'est une des rares fois où nous sommes autant de speakers et de speakeuses et speakers. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter 5 fintechs dont les offres sont liées à la problématique ESG et réglementation. On a eu un début d'année 2022 qui a été marqué par l'entrée en vigueur de l'obligation de reporting de la taxonomie européenne, SFDR, CSRD, pas mal de choses qui impactent toute la chaîne de l'investissement, du particulier aux institutionnels, et notamment les obligations relatives aux sociétés de gestion. Donc aujourd'hui, co-participants, et nous avons Tiffaine Saltini, CEO de Neuroprofiler, Adina Grigoriou, CEO d'Active Asset Allocation, Mariem Madbi, CEO de Valuecometrics, Paul Bezot, CEO de Asset Sagacity, et enfin, Omar Serron-Meliani, sales manager de Domos Financial Services. Je vais d'abord passer la parole à Tiffaine. Tiffaine, avec qui on a échangé depuis pas mal de temps sur l'impact de ces réglementations sur son métier, le shift que Neuroprofiler a pris avec une orientation sur du profiling ESG avec ESG Profiler. Et Tiffaine, je te propose de nous faire une présentation en première partie, une présentation synthétique, finalement de l'état de l'art de la réglementation, des obligations, les obligations du mois d'août, les publications de l'ESMA, de l'IOPA, et de ce qu'elles impliquent pour tes interlocuteurs que sont les sociétés de gestion dans leur processus de sourcing et de définition des préférences de leurs clients investisseurs. Ensuite, en deuxième partie, on découvrira comment nos invités, donc ces fintechs, anticipent aujourd'hui ces futures réglementations au bénéfice de leurs clients, donc des particuliers aux institutionnels. Tiffaine, je t'en prie, parle-nous de cet état de l'art réglementaire aujourd'hui. Parfait. Bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, en effet, comme Vincent le précisait, l'actualité ESG est très riche cette année. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner un petit peu en quelques minutes un aperçu de où on en est dans les grandes lignes. Donc, tout d'abord, ça fait déjà quelques années que la réglementation européenne se penche sur le sujet de la durabilité pour évidemment promouvoir l'investissement durable auprès des investisseurs particuliers notamment. Et dans les grandes lignes, on a vraiment deux grands bouts de la réglementation. Une partie de la réglementation qui va toucher aux produits, c'est-à-dire comment classifier les produits financiers selon les facteurs de durabilité. Et une deuxième partie de la réglementation qui se focalise sur les clients, les investisseurs particuliers, c'est-à-dire comment comprendre les préférences en matière de durabilité de ces particuliers et comment ensuite faire le lien, bien évidemment, entre d'un côté ces préférences ESG et la classification ESG des produits. Sur la partie plus que couvre Neuroprofiler, on va plutôt se focaliser sur la partie client avec la réglementation MiFID II qui donc va à partir de août prochain va rendre obligatoire l'évaluation des préférences en matière de durabilité des clients. Donc c'est valide pour MiFID II et également pour DDA, pour le monde de l'assurance. Donc, à partir d'août, 3 éléments vont devoir être récoltés auprès des investisseurs. Tout d'abord, leur souhait en matière d'alignement à la taxonomie européenne. Donc, pour rappel, la taxonomie européenne va classifier d'abord sur le sujet environnemental les produits financiers selon un certain nombre de thématiques. Donc, par exemple, la biodiversité, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, la pollution. Donc, on a un certain nombre de thématiques environnementales qui sont couvertes par la taxonomie. Et donc, le client, à partir d'août prochain, va devoir expliquer dans son investissement quel est le pourcentage qu'il souhaite consacrer à cette taxonomie. Donc ça, c'est le pilier A de cette nouvelle réglementation MIF
et DDA. Deuxième pilier, le pourcentage que le client souhaite consacrer à la définition SFDR de la finance durable. Donc, dans les grandes lignes, dans ce deuxième pilier B, on va retrouver tous les produits qui ont un impact social, puisque aujourd'hui, la taxonomie ne couvre que les thématiques environnementales. La taxonomie sociale va arriver, mais plutôt aujourd'hui à horizon 2024 ou 2025. Et donc, si le client souhaite avoir un impact social, il va tomber dans cette catégorie B, ou s'il souhaite d'autres produits avec un impact environnemental qui sera plus faible que dans le pilier A, qui est vraiment consacré à la taxonomie. Donc, A, taxonomie, B, SFDR, et point C, les principales incidences négatives, c'est-à-dire toutes les incidences négatives de type impact négatif sur la biodiversité, sur le climat, mais aussi sur des sujets sociaux ou de bonne gouvernance. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de diversité hommes-femmes au board ou qu'il y ait des inégalités de salaire. Et donc, sur ces incidences négatives, le client va pouvoir les choisir. Et également préciser s'il souhaite que ces principales incidences négatives soient considérées de manière qualitative ou quantitative. Donc, quantitative, ce serait par exemple, compter à nouveau, pour reprendre mon exemple, le nombre de femmes au board, et qualitative, ce serait une approche plus qualitative que l'institution financière pourra définir. Donc, on a vraiment ces trois piliers, A, B, C, taxonomie, SFDR, PAI, qui deviennent obligatoires à partir du mois d'août. Et évidemment, lié à cette obligation, il va falloir faire le lien entre ces préférences et les produits. Et si, ce qui va arriver assez souvent, l'institution financière n'a pas de produit qui correspond parfaitement aux souhaits du client sur ces trois piliers ABC, dans ce cas-là, le client va devoir adapter ses préférences en matière de durabilité pour avoir l'autorisation d'investir dans ces produits. Donc, en termes de processus, en fait, ça va vraiment s'inscrire dans les questionnaires MiFID II existants, où on pose déjà des questions sur l'appétence au risque, sur l'expertise financière, sur les objectifs d'investissement. Donc, on aura d'abord ce bloc-là de questions, et ensuite, le régulateur précise que, dans un second temps, on va avoir ce bloc de questions sur l'appétence en matière de durabilité. Donc, c'est une réglementation qui est extrêmement complexe. On vient à peine d'avoir les premières orientations des régulateurs. Donc, ESMA pour MiFID II, EIEPA pour la partie DDA. Il y a très peu de temps, des consultations sur sa première orientation ont été clôturées. Et normalement, les premières guidelines côté DDA, EIEPA devraient être publiées en juillet, donc finalement juste avant l'obligation réglementaire du mois d'août. Et en fin d'année, on devrait avoir la partie plutôt sur l'ESMA. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'interprétation de cette réglementation. Il y a parfois aussi des contradictions entre la vision EIEPA et DDA et la vision MiFID II ESMA. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en discussion. Et pour clôturer un petit peu cette introduction, on va dire qu'aujourd'hui, il y a 4 grandes problématiques qui se posent avec la réglementation actuelle. Première problématique, et je pense qu'on va pas mal l'aborder aujourd'hui dans ce webinaire, le manque d'informations sur les produits financiers. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de produits financiers pour lesquels nous n'avons pas l'information sur le taux d'alignement à la taxonomie. La taxonomie elle-même n'est pas finalisée. Et pourtant, à partir d'août, il va quand même falloir faire le matching. Donc, premier problème, puisque la plupart de cette information sera en fait disponible en 2023. Et pourtant, dès le mois d'août, officiellement, on doit pouvoir faire le matching. C'est quand même un problème majeur. Deuxième problème, un problème d'offre, puisque l'offre ESG est en pleine croissance, mais elle reste naissante. Donc, il y a encore beaucoup d'institutions financières qui ont peu de produits ESG. Et pourtant, la réglementation est très granulaire, puisqu'elle va demander des taux d'alignement, par exemple, à la taxonomie, sans forcément donner de limite. Donc, si un client, par exemple, souhaite un alignement à la taxonomie de 80% ou de 90%, ça va être extrêmement difficile, voire impossible de lui recommander un produit adéquat à court terme et potentiellement aussi à long terme, puisqu'on est encore très loin d'avoir beaucoup de produits avec un tel niveau d'alignement à la taxonomie.
Et donc, c'est vrai qu'on va avoir un problème d'offre et de granularité avec de nombreuses situations où finalement, le client ne va pas pouvoir trouver un produit en ligne avec ses préférences. Et donc, on peut s'attendre à ce que, dans de très nombreux cas, le client soit obligé de réévaluer, de modifier ses préférences en matière de durabilité pour avoir l'autorisation d'investir. Donc ça, c'est la deuxième problématique sur l'offre et la granularité. Troisième problématique, la vulgarisation de cette réglementation pour des particuliers. Puisque en effet, si demain, un particulier qui, bon, pour la plupart, on le voit avec le niveau d'éducation financière, sont pas toujours à l'aise avec le monde de l'investissement, demain, on va devoir leur demander, en effet, quel est le pourcentage de leur portefeuille qu'ils souhaitent dédier à la taxonomie. Et donc, dans cette phrase, il y a pourcentage qui n'est pas toujours compris, toutes les sciences cognitives le montrent. Portefeuille, ce que voient de nos clients, pour du clientèle retail, c'est pas toujours évident. Alors, la taxonomie, on a perdu tout le monde. Donc, va falloir en effet vulgariser tous ces termes de SFDR, PAI, taxonomie à des particuliers qui sont très peu éduqués sur le sujet. Alors, dans les dernières orientations, en effet, le régulateur en est conscient puisqu'il demande aux institutions financières d'éduquer le client en amont, même s'il n'est pas intéressé par le sujet, d'ailleurs, pour vérifier qu'il a bien compris. Mais c'est vrai que ça va être quand même une tâche qui ne va pas être aisée pour la plupart des institutions financières, surtout que beaucoup d'investisseurs particuliers ne viennent pas forcément voir leur banquier dans l'idée d'être éduqués sur le sujet. Une troisième problématique, vulgarisation, éducation financière. Et quatrième problématique, tout ce qui va être IT, puisque cette nouvelle réglementation a un impact extrêmement fort sur la structuration informatique des institutions financières. Et notamment, dans le monde d'avant, on avait souvent une correspondance assez simple entre, d'un côté, le profil de risque, qui souvent s'exprimait en volatilité, et un produit. Donc, on avait finalement un matching unidimensionnel entre une volatilité et un produit. Il y a quelques années déjà, le régulateur avait commencé à insister sur la notion de connaissance financière. Donc, certaines institutions avaient commencé à avoir au moins 2 dimensions, volatilité et connaissance. Mais pas toutes. Beaucoup avaient gardé le côté unidimensionnel. Et là, clairement, on vient casser cette approche unidimensionnelle. Et là, on va dans un monde multidimensionnel où un client va correspondre à plein de critères, des connaissances financières, une volatilité, mais aussi une appétence ESG très spécifique sur la taxonomie, sur SFDR, sur PAI. Et donc ensuite, le matching avec les produits vont être beaucoup plus complexes. Donc, je m'arrête là pour ces petites 10 minutes d'introduction réglementaire et puis avec plaisir pour ensuite en discuter avec les invités. Très bien. Donc, on voit que ces problématiques, finalement, je vois Paul qui, sur les aspects IT et manque d'informations sur les produits, aura sûrement des choses à dire. En fait, vous êtes tous sur ces différents points, que ce soit donc sur les 4, alors ce ne sont pas des piliers au sens Solva 2, mais les 4 impacts majeurs, vos offres finalement rentrent dans un processus de réponse. Du coup, ce que je vous propose, c'est de te partager les retours d'expérience de nos 5 invités. Du coup, sur retour d'expérience et vision sur l'impact des évolutions réglementaires et sur la façon dont ils enrichissent, dont leurs offres enrichissent différents métiers, différentes offres dans le domaine de la finance durable et au-delà. En partant de l'amont, l'alimentation des modèles, cette première problématique de manque d'information ou de structuration de l'information, dont Paul va nous parler en premier. La problématique de souscription, donc qui est d'information, toujours cette notion de devoir de conseil renforcé, mais devenu multidimensionnel, dont nous parlera Tiffaine juste par la suite. Et puis évidemment, il faut des clients, mais il faut des produits. Et là, je passerai la parole à Adina sur la problématique d'offre, de produits d'investissement, donc tout ce qui est la sélection, la location, et puis la prise en compte dans la structuration des produits financiers de critères, de données ESG, que ce soit notamment, ça peut être sur des ETF. Adina, je pense que tu viendras peut-être sur ce sujet-là. Et puis quand on va un peu sortir je dirais, de notre monde direct, gestion d'actifs, avec Omar sur en fait comment Domos, sur du non coté, sur du private equity, va
enrichir et être confronté à des problématiques assez similaires sur des typologies de clients un peu différentes. Et enfin, pour finir, Mariem, tu nous parleras toujours sur ces problématiques d'onboarding de l'ESG, de la captation du score des investisseurs. Donc là, ça sera un peu une ouverture sur comment en fait améliorer les processus, enfin tout, comment les uns et les autres peuvent s'améliorer, se comparer. Du coup, Paul, je vais te passer la parole, je t'en prie. Donc ESG, réglementation et Datality, comment est-ce que tu participes à améliorer ce monde? Juste avant de vous parler d'Asset Sagacity et de notre module ESG Datality, je rebondis juste sur quelques propos de Tiffaine sur le manque de produits. En fait, on est confronté à une dualité qui est le manque de produits sérieux et la multiplication de produits dits ESG, verts ou durables, ce qu'on veut. Enfin, aujourd'hui, tout le monde a capté le fait qu'on a besoin d'être estampillé ESG si on veut faire de la collecte. Donc, malheureusement, on va avoir pléthore d'acteurs qui vont se dire ESG et qui ne le sont pas. D'où la problématique du fait de trouver de l'information auprès d'eux, puisque de toute façon, quand on vend du vent, on a beaucoup plus de mal à communiquer dessus. Le fameux greenwashing, Paul. Voilà. Mais non, mais pas que le greenwashing. En fait, ce que j'aime pas avec le mot green, c'est que c'est toujours vert. Mais tu peux largement pipoter sur de la gouvernance et sur du social. C'est même une spécialité depuis quelques décennies. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, ça c'est un des premiers vrais problèmes. C'est pas tant le manque de produits que le manque de transparence des produits disponibles, je pense. Et après, Tiffaine disait, voilà, on a le problème IT puisqu'on rentre dans de l'analyse multidimensionnelle. J'aimerais bien que ce soit un problème purement IT parce que je pourrais arriver avec 100% de la solution. La dure réalité, c'est que à force de vouloir vulgariser des matières qui sont complexes, on en arrive à utiliser des acronymes barbares comme taxonomie, SFDR. Et là, je suis tout à fait d'accord, la moitié des gens autour de moi ne savent pas ce que c'est. Et en même temps, on va commencer à dire un fonds va avoir une note ESG et il a un score de 8. Super. Ou il a une lettre B. Super aussi. Sauf qu'on est en train de parler d'environnement, de social, de gouvernance. Dans l'environnement, vous avez de la biodiversité, vous avez de la pollution carbone, vous avez du forestier, vous avez tellement de facteurs que déjà avoir un score E paraît aberrant. Alors une note ESG sur un fonds, moi, ça me fait toujours halluciner. Donc, c'est vrai que taxonomie, ça va dans le bon sens. Ça s'adresse que à l'environnement. Moi, j'ai hâte que ça se déploie sur d'autres axes. Mais voilà, je complète juste le propos de Tiffaine parce que malheureusement, c'est rarement un problème purement IT. C'est beaucoup plus un problème déjà d'acquisition de la philosophie par les acteurs de l'asset management. Avant même de pouvoir en parler à Madame Michu, qui va en agence et qui se retrouve face à un conseiller qui, lui non plus, ne maîtrise pas le sujet. Donc, voilà, on a vraiment la Tiffaine, je compatis à la douleur. Je comprends qu'il y a un gros rôle d'évangélisation de ton côté. Alors, du coup, Datality, nous, on s'adresse vraiment principalement aux sociétés de gestion et aux instituts, plutôt dans la dimension aller capter de la donnée, déjà pouvoir la nettoyer, parce que récupérer de la donnée brute ou de la donnée déjà consolidée, il faut savoir la nettoyer, la mettre en cohérence, la consolider. Des choses bêtes, hein, mais quand vous commencez à avoir des fournisseurs, des données sur une filiale, un autre qui vous l'envoie consolidé sur la maison mère, du coup, est-ce que vous revenez au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire la maison mère, donc il faut reconsolider toutes les filiales, etc. Vous avez même des fois des différences d'interprétation. Hein. Là, dernièrement, je viens de retrouver je ne comprenais pas l'erreur, elle venait tout simplement du fait qu'un des fournisseurs prenait en compte les résultats exceptionnels et l'autre non. Donc, du coup, finalement, les impacts carbone étaient dilués d'un côté et pas de l'autre. C'est pas vraiment qu'il y en ait un qui ait raison, c'est juste que c'est deux visions différentes d'un même chiffre. Donc, toutes ces problématiques sur la donnée, c'est déjà le premier, on va dire, showstopper pour un asset manager. Alors, showstopper, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont obligés d'aller répondre à la réglementation. Et donc, en fait, on va se retrouver dans une différence de traitement d'une société à l'autre. Et si on reprend le terme de greenwashing, c'est ce que moi j'appelle du greenwashing inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit faire des choix rapidement, etc. Et ça a un biais négatif ou positif par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut avancer.
Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'aller cleaner, d'aller se poser les bonnes questions sur la donnée. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est comment on va scorer tout ça. Parce que c'est bien, là, je vais prendre le cas d'un de nos plus gros clients pour lequel on note 31 000 émetteurs. On a un peu plus de 4000 points de données sur chaque émetteur. Après, la question, c'est comment vous recalculez des notes là-dessus. Donc, effectivement, un score global, parce que c'est ce qu'on vous demande d'aller publier. Maintenant, si vous êtes vraiment convaincu, vous allez vouloir aussi en interne avoir votre vision, développer vos propres scores, qui seront peut-être pas un score E, mais peut-être 5 scores E, bien spécifiques, pour pouvoir avoir une approche vraiment cohérente de la matière. Et tout ça, voilà, on l'a outillé et on est une plateforme qui va être en mesure de nettoyer la donnée, de faire ce scoring, de définir du coup des critères d'exclusion, des univers d'investissement, tout ce qui en fait est drainé par la réglementation. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à essayer de m'en décorréler un peu en disant le mieux, c'est d'appréhender la matière et finalement, la réglementation devient un sujet non plus de mise en place de données et de calcul, mais plutôt de mise en forme et de reporting d'une vision qu'on a déjà. Voilà. Et c'est là où je rejoins Tiffaine sur le problème de maturité de l'offre, mais aussi c'est maturité de la matière extra-financière. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Moi, j'en fais depuis 17 ans. Quand j'étais salarié, j'abordais déjà la question chez AGF à l'époque, donc ça date. Mais c'est quelque chose qui est encore immature et qu'on ne sait pas encore manipuler correctement. Et donc, c'est sur ces problématiques-là que nous, on accompagne au plus nos clients. C'est cette expertise techno, comme je disais, donc effectivement, mais cette expertise finalement métier extra-financière, elle est hyper importante parce que c'est elle qui va permettre de trouver non pas des raccourcis, mais des vraies solutions à court terme qui seront évolutives. Voilà. Donc, effectivement, Datality, notre module, il couvre de la collecte au calcul, à la communication des chiffres. Maintenant, c'est pas la seule solution. Hein. J'ai d'autres camarades qui vont pouvoir vous parler un peu de ce qu'ils font avec des approches hyper intéressantes. Et le nerf de la guerre, c'est la data, effectivement, mais c'est aussi que veut-on faire avec cette data? Est-ce qu'on veut juste répondre à une réglementation et à chaque amendement, on se retrouve en galère à se demander comment on fait, etc. Ou est-ce qu'on veut s'approprier cette donnée, la maîtriser, et dans ce cas-là, on sera en mesure de pouvoir la réexploiter pour faire effectivement du screening, du clustering, par exemple pour Adina, faire du reporting client pour Tiffaine, etc. Pardon. Très bien. Donc du coup, la réglementation plus un cadre de formalisation que derrière et toute ton activité en amont finalement vient utiliser cette réglementation pour s'insérer dans les process du client. Du coup, si on en arrive donc une fois l'offre constituée, comment est-ce que toi, Tiffaine, tu réponds finalement, enfin, ou tu crées le lien entre le client qui a ce besoin d'éducation financière, donc et des produits complexes pour créer l'adéquation entre ses besoins ou même éventuellement ses besoins qu'il ne connaît pas ou qu'il ne sait pas définir et ce que tes clients proposent? Alors, nous, en fait, on a utilisé notre expertise qu'on avait déjà sur nos autres produits, donc qui, eux, touchaient plus à la partie MIF, évaluation des connaissances financières, évaluation de l'appétence au risque, et qui avaient la spécificité d'utiliser à la fois la gamification et la finance comportementale. Donc, on a utilisé à nouveau ces deux outils pour s'attaquer à cette nouvelle réglementation, avec l'objectif déjà, en effet, de vulgariser, de rendre extrêmement simple cette réglementation complexe. Donc, c'est dans notre questionnaire, on n'utilise aucun terme technique. On va capturer cette information sur, en effet, la taxonomie, SFDR et les PAI, mais sans utiliser ces termes techniques. Et en plus, grâce à la finance comportementale, on va transformer en fait ce questionnaire en un jeu d'investissement ludique, interactif. Chaque question dépend de la réponse à la question précédente, et donc progressivement, on va comprendre en fait les valeurs du client. Donc le questionnaire va être assez court si on comprend très vite que le client n'est pas particulièrement intéressé par le sujet, ou si par exemple il veut du social. Donc aujourd'hui pas taxonomie sociale, donc ça va être assez court pour cette typologie de clients. Par contre, pour des clients qui sont vraiment intéressés par le sujet environnemental, le questionnaire va
être un petit peu plus long. Et donc, on va l'inviter à investir dans différents projets très concrets avec des impacts en biodiversité, en économie circulaire. Et en fonction de son comportement, on va pouvoir en déduire justement ces 3 points, donc taxonomie, SFDR et PAI. Et ensuite, en effet, une fois qu'on a fait cette première partie, on fait valider évidemment les résultats aux clients et on aborde la deuxième partie qui reste extrêmement complexe avec l'état actuel du marché, c'est-à-dire le matching avec les produits. Donc nous, pour ce faire, on a besoin que les produits soient classifiés. Donc parfois, on a des informations manquantes parce que on n'a pas forcément, par exemple, le degré d'alignement à la taxonomie ou on n'a pas encore SFDR, on n'a que les PAI. Donc évidemment, on fait avec ce qu'on a. Et ensuite, on va avoir un outil de matching qui, par exemple, si on a, mettons, 10 portefeuilles types ou 100 fonds, on va aller sélectionner les produits qui vont correspondre à la fois aux préférences de risque du client, à son appétence pour le risque et à ses connaissances financières, donc partie MiFID classique, et ses préférences ESG. Et ensuite, la machine va pouvoir, avec tous ces critères, aller chercher et présélectionner les produits pertinents. Et si on ne trouve pas le produit pertinent, à nouveau en introduction, on disait qu'en tout cas au début, ça allait arriver assez souvent, on invite le client à modifier ses préférences. On va aller juste sélectionner le produit qui correspond au mieux à ce que souhaite le client. Et ensuite, on lui explique qu'on a un produit qui, à quelques détails près, correspond à ce qu'il cherche en ESG. Et s'il le souhaite, il modifie ses préférences. Et donc là, il peut investir. En parallèle, on a également, toujours pour cet objectif d'éducation, on a aussi enrichi notre module d'éducation financière, donc l'EduProfiler, qui historiquement était vraiment dédié à la compréhension des produits financiers. Donc, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un produit structuré? On l'a enrichi de modules spécifiques à la finance durable pour aider les clients qui souhaitent approfondir à un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de biodiversité, d'économie circulaire, de finance durable. Et on a des petits quiz qui viennent valider ces connaissances pour les clients qui souhaitent vraiment approfondir. Très bien. Donc, du coup, effectivement, le matching et répondre aux questions d'éducation financière. Du coup, en parlant du matching et de la complexité des produits en tant que tels, Adina, c'est à ce niveau-là, si je ne me trompe pas, que tu interviens depuis avec quelques expériences déjà. Mais du coup, sur ce nouveau domaine, je te propose de nous expliquer comment Active Asset Allocation travaille avec ses clients. Donc là, on est plus du côté client investisseur, mais plutôt du côté client producteur sur la réalisation de produits qui répondent à ses besoins. Adina, je t'en prie. Merci beaucoup, Vincent. Et merci à Tiffen. Alors, je m'entends en double. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est beaucoup mieux. Non, pas du tout. Vous m'entendez aussi deux fois? Non, on t'entend plutôt bien. Ok, alors je vais juste faire avec le fait qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, c'était très désagréable. Donc, merci beaucoup, Tiffen, pour cette overview de la réglementation et sur les problématiques qui apparaissent avec tout ça. Et je suis vraiment assez d'accord avec toi. Je vais essayer d'expliquer comment on peut répondre à ce type de problématiques. Donc, historiquement, nous sommes des ingénieurs financiers. Donc, notre savoir-faire, c'est de construire des allocations sur mesure, sur la base de risques, etc. Donc, ça veut dire que ce qu'on sait faire, c'est typiquement prendre en compte des contraintes. C'est prendre en compte des besoins, des objectifs. Et du coup, on a réussi, grâce au digital, en fait, à encapsuler ce savoir-faire dans une plateforme. Donc, tu mentionnais tout à l'heure que, Vincent, qu'on était proche des producteurs. En fait, on arrive à mettre sur cette plateforme à la fois les producteurs que sont les asset managers, les producteurs de contrats d'assurance vie, par exemple, les assureurs, les distributeurs
qui ont besoin d'être accompagnés dans leur propre accompagnement du client, parce qu'on a bien vu que les problématiques étaient assez importantes, et potentiellement le client final. Donc, tout à l'heure, on parlait de produits. Alors, à la fois Paul et Tiffaine. Je ne sais pas si par produit, il voulait dire produit d'investissement ou brique, on va dire fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde va vouloir avoir des solutions sur mesure. Donc, on ne va plus vendre des produits déjà packagés à des clients finaux. On va plutôt, à partir de briques élémentaires, que sont les fonds, alors ETF ou pas, hein, bien sûr, on va construire des solutions autour de leurs besoins. Donc, à partir de là, je reviens sur les problématiques de Tiffaine. Enfin, pas les problématiques de Tiffaine, mais celles évoquées par Tiffaine. C'est typiquement le manque d'informations sur les produits. Donc, moi, j'interprète ça comme manque d'informations sur les fonds. Et donc, effectivement, là, il y a un vrai besoin de la part des fournisseurs de données financières de rajouter des champs qui vont nous permettre de retrouver facilement tout ce qui est dans la réglementation et de pouvoir ensuite sélectionner et assembler ces briques élémentaires. Bon, l'offre ESG, elle est là. Hein. Après, bon, plus ou moins de greenwashing, ça c'est sûr. Et c'est pas parce que j'ai mis un t-shirt vert que je suis tout de suite ESG. Hein. Donc ça c'est un vrai, voilà, c'est comme tout. Donc effectivement, Paul parlait de la nécessité de s'assurer de la qualité de la data, etc. Donc il est là pour ça. Après, sur la question de la vulgarisation, je pense que là, c'est vraiment compliqué. Tiffaine, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Dans une phrase, tu retrouves pourcentage, portefeuille et taxonomie et tu as perdu tout le monde. Effectivement, déjà, l'épargne en soi, c'est très compliqué. Faire dire à quelqu'un quel est son objectif en termes d'horizon, en termes de ce qu'il attend de son investissement, du risque qu'il est prêt à prendre, c'est déjà très compliqué. Une fois qu'on arrive à lui faire dire, ensuite il faut réussir à lui faire visualiser en quoi le fait d'investir dans cette solution ou celle-là, ça va impacter ses chances d'arriver à son objectif. Donc déjà d'un point de vue pur financier. Et ça veut dire maintenant qu'il va falloir en plus pouvoir lui expliquer en quoi ses choix plus ou moins verts, etc., peuvent aussi impacter ses performances futures, notamment dans le fait que, en faisant ses choix, il va se priver, par exemple, d'un tas de briques essentielles qui existent par ailleurs, mais qui n'existeraient pas en version ESG. Voilà, donc là, on est vraiment dans des choses. Waouh, on arrive à la frontière de ce qui est facile de faire. Et donc, on en arrive au dernier point, et je suis d'accord avec Paul, c'est vraiment le point le plus facile finalement, puisque l'IT, les systèmes d'information, eh ben, si on a des règles qui sont claires, derrière, même si on a des matrices multivariées, etc., aujourd'hui, on est en capacité d'optimiser un portefeuille de manière instantanée grâce à l'IA, tout en tenant compte d'un tas de contraintes, d'objectifs sur des milliers de scénarios. Et ensuite, de le faire visualiser au client de manière simple. Donc, finalement, de tous ces problèmes, l'IT est peut-être le moins prenant. Merci. Donc, du coup, d'une certaine façon, je dirais sur la partie production et élaboration de produits, finalement, un cadre réglementaire défini, alors peut-être pas aligné, mais un cadre réglementaire
partagé et établi clairement sur la partie structuration serait, je dirais, ce que tu attends avec hâte de ton côté, Adina. Complètement, non. Finalement, en fait, cette espèce, donc depuis 2002, toutes ces évolutions réglementaires, hein, si on part de très loin de la NRE et maintenant l'alignement européen avec la future directive, une des problématiques, c'est la stabilité du cadre, son alignement avec les autres réglementations, et lorsqu'on aura réussi en partie à traiter ces points, en tout cas sur le côté, peut-être qu'un jour ça arrivera, et là Omar nous en parlera dans quelques secondes sur le non-côté, mais on aura un cadre de référence qui permettra à ce moment-là d'avoir des choses claires à expliquer à des clients, renforcer cette problématique d'éducation financière et finalement avoir des produits où la connaissance est partagée par les uns et les autres. Très bien, donc comme tu l'as dit, donc la partie optimisation des portefeuilles, ça c'est pas un problème, c'est aussi votre cœur de métier, donc c'est peut-être aussi pour ça que ce n'est pas un problème pour toi. Mais on retrouve bien effectivement ce partage sur cette problématique de visualisation, de compréhension de l'impact des choix d'investissement sur la performance, en tout cas que ce soit donc sur les données fournies, la façon de les définir, les capter, puis de proposer des produits sur ce monde côté. Omar, qu'est-ce qu'il en est et comment est-ce que Domos Financial Services, sur le non-côté, propose pour répondre à des problématiques qui, je crois, sont finalement assez similaires, mais avec quand même un aspect qui est beaucoup moins structuré. Qu'est-ce que tu peux... Dis-nous ce qu'il en est. Oui, tout à fait, Vincent, merci. Bonjour à toutes et tous. En effet, alors, déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire que je m'inscris pleinement dans tout ce qui vient d'être dit, dans la mesure où effectivement le non-côté suit en général ce qui se fait sur le côté, mais avec un temps de retard. Donc si on repart un petit peu aux origines très brièvement pour faire écho à ce que Tiffaine disait en préambule et à ce qu'a mentionné également Paul, si on prend le côté ESG sur les investissements alternatifs, il y a une quinzaine d'années, quand moi je débutais et quand Paul était déjà un petit peu sur ces sujets, c'était le fait de quelques family office, de quelques fund managers qui avaient une gestion très dédiée en la matière, et c'était pas du tout la panacée, loin de là. En fait, par la suite, finalement, la finance n'étant que le reflet de notre société, elle s'est calée sur ces demandes, sur cette appétence autour des modalités environnementales, sociétales, gouvernementales. Et on a un peu des offres qui se sont multipliées. Et je crois qu'il est important de souligner que la réglementation, finalement, elle a, je pense, pour moi, comme fonction première de mettre en place de la transparence. Je pense que c'est ça qui est vraiment très important. Transparence au niveau, évidemment, des fonds, des entités, des investissements, mais transparence surtout à destination des investisseurs finaux, qu'ils soient institutionnels ou retail. Donc, on a parlé brièvement de ce phénomène de greenwashing, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que au travers de toutes ces années pendant lesquelles l'offre ESG s'est développée, on a, comme le disait Paul, de nombreux acteurs qui ont commencé à s'ériger en disant qu'ils avaient des offres très orientées finances durables, très orientées ESG, etc. Et je crois que le régulateur a voulu finalement à un moment donné mettre en place les jalons et le cadre qui permettrait de comparer des pommes avec des pommes. D'une certaine manière, ça me fait penser à ce qui s'est fait également sur la partie mesure et attribution de performance, puisque un de mes précédents employeurs avait participé au groupe de travail GRAP 1 et GRAP 2, qui avait donné naissance au standard GIPS à l'époque et qui permettait finalement, là aussi, de pouvoir comparer ce qui était comparable, puisque à l'époque, on avait des asset owners, assurances, fonds de pension, etc., qui en avaient assez d'émettre des appels d'offres auxquels il y avait des fonds qui répondaient, mais finalement avec des offres biaisées, en ne montrant que ce qui allait bien par rapport à cet appel d'offres. Et je crois que c'est la volonté première du régulateur, parce qu'effectivement, dès qu'on pense régulation, on pense contrainte, on pense des choses de process qui sont coûteuses, etc.
Et je crois que voilà, le régulateur a voulu mettre ça en place et c'est passé au départ par les premiers articles 3, 4, 5 au niveau des disclosures, sur l'intégration des facteurs ESG, sur l'intégration de ces éléments dans les process de risk management. Et puis ensuite, plus récemment, effectivement, avec l'entrée en vigueur des articles 6, 8 et 9, et puis ceux à venir, comme tu le mentionnais, Tiffaine, sur l'évolution de la réglementation à horizon déjà de cet été et puis début d'année prochaine, sur l'intégration de la taxonomie, des PAI, etc. Et nous, de ce point de vue-là, on s'inscrit un petit peu chez Domos dans ce que disait Paul et dans ce que propose Paul, c'est-à-dire que nous, on va aider à 3 niveaux principalement. D'abord, donc l'idée de Domos, c'est quoi au départ? C'est une plateforme SaaS en technologie cloud qui a pour but de fournir vraiment un ensemble de solutions pour la gestion des investissements alternatifs, donc cross-asset, private equity, fonds de fonds, real estate, dette, etc., à destination principalement des GPs et des AIFM, mais évidemment, force est de constater que eh bien, il y a une appétence toute particulière pour l'investissement alternatif et donc de plus en plus, on commence à équiper également des asset managers dits traditionnels qui s'orientent vers l'alternative pour aller chercher du rendement là où on ne le trouve plus par ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, on a développé une offre qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et qui permet donc à ces entités de gérer leurs investissements alternatifs, que ce soit à l'actif comme au passif. D'accord ? Et dans ce cadre-là, on a un module ESG qui a été labellisé d'ailleurs par Finance Innovation en début d'année, qu'on appelle ESGQ. Et donc, sur les 3 axes qu'on va adresser, on va déjà aider à automatiser et à streamliner la collecte de data. Ça, c'est le nerf de la guerre. Paul l'a évoqué également, Tiffaine et Adina aussi. Sans data, on ne peut rien faire. Et à ce stade, c'est encore un peu compliqué, effectivement. Déjà, comme vous pouvez l'imaginer, si ça l'est du côté des actifs listés, ça l'est encore plus sur le long côté. De trouver une information de qualité, pertinente, certifiée, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, on va chercher à aider dans la collecte et dans la digitalisation du process de collecte des données ESG auprès des participations, donc auprès des investis directement, en envoyant des questionnaires dédiés et en responsabilisant finalement à la fois le fund manager et les invested companies. Ensuite, on va aider dans l'agrégation et dans le scoring rattaché à ces données, que ce soit au niveau des investissements, au niveau des fonds, et donc agrégé au niveau des portefeuilles, et ensuite agrégé aussi au niveau des portefeuilles investisseurs. Et le dernier axe de notre offre, c'est la partie reporting. À la fois le reporting, évidemment réglementaire, mais aussi le reporting à intégrer dans ces process de risk management. Je pense notamment aux AIFM tiers qui font de la gestion donc pour tiers et qui vont devoir reporter d'une certaine manière à leurs investisseurs institutionnels et de plus en plus retail, puisqu'on a cette grosse tendance à la retailisation que tu mentionnais, Tiffaine, et où on a un gros travail, certes, d'évangélisation et d'acculturation vis-à-vis de ces investisseurs retail, mais où je pense qu'aussi, ce sont des acteurs qui tirent finalement l'industrie vers le haut, puisque on va pouvoir rentrer dans une espèce de cercle vertueux, dans la mesure où les investisseurs instits sont ceux qui sont les plus demandeurs à l'heure actuelle de reporting ESG, de reporting autour de la finance durable, au-delà du simple reporting réglementaire SFDR, mais on a de plus en plus des retails, et ces personnes-là vont finalement pousser le régulateur à mettre en place le cadre qui permet d'avoir une uniformisation au niveau des comparatifs. Et du coup, les fund managers sont poussés à la fois d'un point de vue business et d'un point de vue réglementaire à se mettre au diapason, de sorte que, voilà, au final, on a une finance qui est un peu plus responsable, qui est un peu plus maîtrisée également. Et je pense que tout ça, ça participe. Et nous, en tant que provider et en tant qu'éditeur, on participe à tout cela également en aidant les institutions à s'équiper, à streamliner leur process et à finalement avoir des reportings de qualité de manière moins coûteuse et plus facilement. Et des reportings plus clairs à destination d'une clientèle qui va être de plus en plus avertie.
Donc ça, c'est je pense, des éléments fondamentaux. Et donc, dans le cadre de notre offre, si je rentre très rapidement un tout petit peu plus dans le détail, ce qu'on va faire pour les fonds article 6, c'est qu'on va utiliser, et je pense un petit peu le travail que fait Mariem, on va utiliser des benchmarks, simplement pour, quelque part, à partir d'une table de correspondance qui est chez nous basée sur la matrice de matérialité SASB. Bon, c'est peut-être des termes un peu vulgaires pour beaucoup de notre auditoire, mais on a une matrice standard qu'on va faire un petit peu évaluer, qui va nous permettre de comparer des fonds qui seraient article 6 avec des benchmarks existants. Donc, on fait appel à des data providers en la matière. Sur les fonds article 8 et article 9, c'est là où notre solution est finalement un petit peu plus pertinente, puisque via la digitalisation du process de collecte, d'agrégation et de scoring, on va pouvoir mitiger un petit peu l'impact potentiellement à la hausse comme à la baisse de ces investissements. Donc, c'est là qu'on intervient principalement. Et puis ensuite, donc, comme je le disais, avec des templates déjà définis en matière de reporting SFDR, avec des pré-templates qui sont également customisables, mais qui existent en standard pour aider les GPs et les AIFM à finalement reporter auprès des sociétés avec une granularité un peu plus importante. Donc voilà, c'est vraiment le cadre de notre module ESG2. Et un tout dernier point en ouverture qui me semble important, c'est que, comme je le disais, on perçoit souvent SFDR comme une contrainte, mais je pense qu'il faut aussi que les fund managers et que toute l'industrie prennent conscience que c'est également une opportunité de business, une opportunité évidemment d'un point de vue éthique de se remettre en ligne avec notre planète, c'est quand même le nerf de la guerre, mais c'est aussi une opportunité business. Et j'aurais juste 3 conseils ou 4 à fournir à ces fund managers, c'est que d'une part, il faut que les équipes de gestion, d'un point de vue philosophique, adhèrent au concept. Ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est que la réglementation étant ce qu'elle est complexe, évolutive, il est extrêmement important aussi, je pense, d'avoir quelqu'un en interne qui va suivre ces problématiques et qui travaille de concert avec des consultants externes qui sont experts en la matière. Ça, je pense que c'est fondamental. Et le troisième axe, c'est de bien s'équiper, c'est de faire appel à des gens comme nous pour commencer, de ne pas attendre d'être submergé par les réglementations, par le flot du business, par tout un tas d'éléments qui vont peut-être parasiter un petit peu le travail, d'anticiper tout cela avec des acteurs comme nous pour déjà mettre en place au niveau sourcing de données, au niveau de la fluidification un petit peu des process d'investissement, au niveau des règles de conformité, des process de conformité en interne, au niveau de l'adaptabilité des offres commerciales avec les clients finaux. Je pense que voilà, il est très important que tous les fund managers de la place, qu'ils soient sur le côté ou de l'autre côté, prennent ce sujet à bras-le-corps et s'entourent des bonnes personnes pour anticiper et aller vers quelque chose qui sera, je l'espère, dans quelques années, de l'ordre du business as usual. Très bien, merci Omar. Donc, adhérer, échanger, anticiper, avancer sur tant sur le côté que sur le non-côté. Du coup, donc c'est une vision qui est finalement assez complémentaire avec des problématiques qui ne sont pas formalisées de la même façon, mais qui finalement sont les mêmes. Je vais vous proposer alors pas pour finir, parce qu'on aura peut-être un petit peu de temps pour des questions, de passer la parole à Mariem Madbi qui est là, je dirais, plus sur une problématique du côté adhérer, échanger, côté société de gestion. Mariem, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer comment Valuecometrics vise à permettre aux gérants entre guillemets de s'aligner ou de comparer, en tout cas de s'améliorer sur l'onboarding de l'ESG. Je t'en prie, Mariem, à toi. Merci Vincent.
Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors beaucoup a été dit, hein, donc je pense qu'on a bien compris, l'ESG est en train de devenir un vrai paramètre de marché et de gestion des risques, hein, que ce soit sur le volet réglementaire, sur le volet IT, sur le volet retail et choix notamment d'investissement des retail, mais aussi donc et forcément du coup au niveau de la gestion. Nous, ce qu'on essaye de faire, enfin, le milieu reste, cela dit, les règles ne sont pas très claires, les scores sont différents, certains, on ne s'y retrouve pas, en tout cas pour comparer les différents produits, les différentes offres, voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire avec Valuecometrics, c'est vraiment de prendre une photo déjà de ce qui se passe sur le marché, parce qu'aujourd'hui, il y a un data flow des entreprises vers les investisseurs. Donc, les entreprises vont produire des rapports ESG annuels qui vont passer dans la moulinette des différents data providers, agences de rating, sachant bien entendu, je ne sais pas si vous avez lu l'article et l'update de l'article de Florian Berg sur les corrélations entre les scores des différentes agences de notation, notamment donc MSCI, Moody's, S&P et Sustainalytics, donc qui sont toujours, donc c'était 54%, maintenant c'est 60%, je crois. Voilà, et donc tout ça arrive chez les investisseurs institutionnels finaux. Et donc, comme l'a mentionné Paul, qui leur fournit un outil pour justement créer leur score propriétaire. Donc, tous ces investisseurs ont des scores propriétaires qui reflètent leur opinion sur la durabilité d'une entreprise, et ces scores sont propriétaires, sont internes, ils ne sont pas connus du marché. Donc aujourd'hui, encore une fois, il y a un data flow systématique quelque part, qui est ce qu'il est, hein, qui n'est pas parfait, qui est vraiment loin d'être parfait, mais c'est quand même, il a le mérite d'être là, donc des entreprises vers les investisseurs, mais il n'y a pas de data flow systématique des investisseurs vers les entreprises. Donc c'est pas possible de faire de l'engagement systématique en fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vous êtes investisseur, vous allez scorer 25 000 entreprises, vous allez investir sur 2000 entreprises et vous allez parler en one-on-one peut-être à 200 entreprises. Donc nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va voir tous les investisseurs de place et on leur demande de contribuer leur score propriétaire de façon confidentielle. Donc on va normaliser les scores et on va recréer la distribution ESG pour une entreprise cotée pour le coup. Et en contrepartie, donc on va fournir des analytics donc aux différentes entreprises pour leur dire voilà comment vous êtes perçu par l'ensemble des investisseurs de place sur le ESG en général, sur le E, sur le S, sur le G, mais également par rapport à la compétition et dans le secteur. Et puis, de l'autre côté, en contrepartie de leur contribution, pour les investisseurs, on va leur fournir de la recherche. Donc, on est en train de mettre en place avec le MIT, avec des business schools en France et en Suisse également. Et puis, on va leur fournir un outil d'engagement, c'est-à-dire que quand vous contribuez vos scores, vous pouvez faire un feedback non seulement à toutes les entreprises sur lesquelles vous investissez, de façon systématique, sans beaucoup faire en plus, hein. Donc, c'est les fichiers Excel sur lesquels vous calculez vos scores que vous nous transmettez. Et puis, vous faites aussi un feedback à toutes les entreprises qui ne sont pas éligibles dans le portefeuille. Donc, ça veut dire qu'on arrive à capturer tout le feedback négatif et à le retranscrire aux entreprises, ce qui permet d'accélérer la transition. Donc ça, c'est un petit peu la partie RSE, notre partie RSE à nous. Et au-delà de ça, en fait, on va fournir aussi des signaux de marché. Donc aujourd'hui, si vous avez une entreprise qui a une distribution ESG qui est très éclatée, bon, ça veut dire que la perception, elle est vraiment incohérente. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment évolue cette perception dans le temps. Si on regarde 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, est-ce que les investisseurs voient cette entreprise d'une façon plus cohérente? Et est-ce que, donc, si le trend est positif et que l'ESG moyen de l'entreprise augmente, c'est peut-être une entreprise value intéressante d'un point de vue ESG et que le timing est assez bon pour y investir. Par ailleurs, en fait, si pour un investisseur donc institutionnel qui a scoré une entreprise à 90 alors que la moyenne est à 60, soit voilà, il a
il a une bonne raison de le faire. Donc, il a compris que par exemple, le investor relation de cette boîte est pas terrible et ils vont bientôt closer le gap dessus. Donc, c'est une bonne boîte value. Soit il a raté une information de marché. Donc, soit parce que il fait pas tourner son modèle suffisamment fréquemment, ou parce que le choix qu'il a fait, enfin les fournisseurs de données qu'il a choisis, eux, ne font pas remonter l'information suffisamment aussi vite que d'autres. Et donc, du coup, nous, on est capable de dire à un investisseur, aujourd'hui, avec ton modèle de scoring ESG actuel, tu vas avoir tendance par rapport, dans ton peer group d'asset manager, tu vas avoir tendance à surnoter l'énergie de 5%, sous-noter la santé de 6%, tu es flat sur l'immobilier. On va pouvoir faire ressortir, en fait, tous les biais de gestion du modèle de scoring. Et donc ça permet à un institutionnel de se benchmarker quelque part. Et par ailleurs, donc aujourd'hui, donc que ce soit les institutionnels ou même les retail, en fait, il n'existe pas réellement d'outils pour comparer les fonds sur l'ESG de façon juste, parce qu'aujourd'hui, vous regardez sur Morningstar, vous avez un scoring ESG, mais qui utilise les données Sustainalytics. Donc, quand vous savez que ces données-là, elles sont très peu corrélées avec le reste de données, ça veut dire que, notamment, ça tient pas compte du modèle propriétaire de la société de gestion. Et donc, c'est un petit peu compliqué de comparer. Donc, nous, vu qu'on normalise en fait les scores de tous les asset managers, au niveau déjà d'une entreprise, en fait, on va pouvoir reconstituer au niveau des fonds un scoring du fonds qui est, c'est pas simple de le définir, hein, mais faut voir comment les autres le définissent. Donc, si on considère le trend ou si on fait une combinaison linéaire. Mais en tout cas, ce scoring qu'on produit, il va tenir compte du modèle propriétaire des fonds de la société de gestion. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché et c'est une méthode qui serait plus juste de comparer différents produits. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait, sachant que l'idée première, c'est vraiment de créer un feedback loop systématique ou de créer de la circularité, on va dire, entre les investisseurs et les entreprises, afin que les entreprises puissent améliorer leur stratégie RSE, mais aussi que les investisseurs puissent se positionner dans le marché et puissent avoir des produits qui soient plus comparables, ou du moins qu'on puisse comparer leurs produits de façon plus juste. Très bien, donc une autre façon de participer à, je dirais, à l'amélioration de la proposition de valeur finance durable embarquée dans les processus. Cet aspect, je dirais, comparaison fait écho à ce que Paul, me semble-t-il, évoquait en début de session. D'ailleurs, je crois Paul et Tiffen également. Donc, vous avez tous des solutions qui répondent à ce point, ou en tout cas qui sont supportées par ESG Réglementation. Je pense que c'est assez intéressant, avec potentiellement des interactions possibles, je le souhaite, entre vos différentes solutions. Je pense vous nous avez offert une vision un peu globale de comment finalement ESG Réglementation n'est pas une contrainte ou un problème, mais plutôt un cadre et une façon tant pour les émetteurs, donc le monde de la production et de l'entreprise, que pour les institutionnels, les sociétés de gestion et les investisseurs, de finalement prendre cette nouvelle direction et réorienter la façon à la fois d'investir, de produire, de reporter et de se comporter. Je ne sais pas si on a j'ai vu qu'il y avait des questions, et compte tenu du fait qu'il est déjà midi, je vous propose de répondre aux éventuelles questions.
Alors peut-être que l'une ou l'un d'entre vous a un point spécifique à remonter avant qu'on passe aux questions. Dites-moi, ou est-ce que vous êtes toutes et tous OK pour qu'on passe aux questions? A priori, OK pour les questions. Alors, il semblerait... Alors, qu'est-ce qu'on pense de... Alors, que pensez-vous sur la traçabilité et transparence des données ESG? Alors, on y a en partie répondu. Est-ce qu'il y a... Est-ce que cela, en plus du conflit présenté, réduit la crédibilité? Qu'est-ce qui souhaite répondre à cette question? Enfin, à ces questions, d'ailleurs, posées par Basile Janoun. Alors, je veux bien donner un élément de réponse de mon point de vue. On a une problématique qui est complexe, où je rejoins un petit peu Mariem, mais qui complexifie son projet, c'est que chacun a une méthode. Des méthodos, il y en a plein. Mais il y en a plein parce qu'il n'y en a aucune qui est complètement bonne. C'est-à-dire que c'est ce que je disais en préambule au début, en rebondissant sur les propos de Tiffaine, c'est que même en 15 ans, personne n'a trouvé une façon qui fasse consensus sur l'évaluation d'un E, d'un S ou d'un G, ou encore moins d'un ESG, pour un émetteur. Faut comprendre que c'est une matière qui est encore peu mature, ça a une quinzaine d'années, même s'il y a des gens qui planchent dessus. Je veux dire, la façon d'appréhender cette matière, elle n'est pas mature. Donc, personne n'a su dégager des choses. On peut vous parler de la NEC initiative, on peut vous parler de certaines initiatives vraiment pointues qui vont être intéressantes pour aller évaluer un facteur, pour aller évaluer. Mais je veux dire, elle ne pourra jamais faire consensus parce qu'elles sont incorrectes. Enfin, je veux dire, elles sont incomplètes, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que ces approches, elles vont dans le bon sens, mais elles ne peuvent pas être prises comme vérité. Donc, à partir de là, vous avez des méthodes qui sont différentes suivant les acteurs. Elles dépendent aussi de votre propre appétence. Je veux dire, si vous regardez pour le faire des analyses américaines et des analyses françaises, vous avez un biais social qui est juste aux antipodes. Donc, lequel a raison? En fait, c'est ça. C'est compliqué, ça, comme matière. Donc après, la problématique de dire je vais trouver... Enfin, ça crée du mauvais signal et ça rend les choses pas transparentes ou on a l'impression que c'est faux. C'est pas exactement ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de greenwashing inconscient. C'est que je pense vraiment que la majorité essaye de faire au mieux avec ses croyances, j'ai envie de dire profondes, et ses compétences. Maintenant, c'est compliqué de dire Toto a raison et Tata a tort. Voilà, il y a plusieurs vérités finalement. Pour compléter, moi je pense qu'en fait, il y a deux éléments différents, c'est-à-dire qu'il y a la traçabilité des données ESG au niveau des données brutes. Donc il y a les données brutes et après il y a ce qu'on fait des données brutes. Donc déjà sur les données brutes, il y a plein de problématiques parce que les entreprises, elles galèrent à collecter les données. Quand elles arrivent à le faire, elles n'ont pas les mêmes ressources pour le faire. Donc en fait, on se retrouve avec des boîtes qui travaillent sur le cancer qui ont des notations pas terribles par rapport à d'autres grands groupes qui ont plus de moyens. Donc il ne faut pas oublier que déjà au niveau de vraiment au niveau des data brutes, en fonction de qui collecte la donnée, qui l'interprète, qui va l'auditer, etc., on va avoir des interprétations différentes. En fait, c'est là où il faut y avoir beaucoup plus de standardisation, de normalisation. Donc, ça va arriver avec les CSTR, ça va arriver avec éventuellement la comptabilité green, avec les travaux de l'EFRAG. Est-ce que ça va être suffisant? Moi, personnellement, je n'en suis pas certaine parce que je pense que l'ESG, contrairement à d'autres données financières ou des données standards, requiert énormément de granularité, beaucoup plus de granularité que ce qui est dans les textes aujourd'hui, et énormément de contextualisation. Donc, je ne suis pas sûre que ça va être le rôle du régulateur de justement trouver pour chaque opération, à chaque fois, comment je vais évaluer le coût ESG ou l'impact. Ça va être très, très difficile. En même temps, quand on prend une cimenterie dans une région où il y a plein d'eau, c'est pas du tout le même impact ni le même coût ESG que la même cimenterie dans une région où il y a un stress hydrique. Donc voilà, déjà il y a une vraie problématique au niveau des data brutes, sur la traçabilité de la data brute, sur l'évaluation de la data brute, de l'impact au niveau des entreprises. Et après, il va y avoir en fait des opinions différentes sur ces données qui sont données à la fois par les providers de données, par les agences de notation et également par les investisseurs. Et ça, cette diversité d'opinions, personnellement, je pense qu'elle est saine et elle ne va pas disparaître. On le voit déjà sur les marchés traditionnels. On a beau avoir des données auditées qui sont pour le coup beaucoup plus claires, beaucoup plus carrées.
il y a quand même une diversité d'opinions qui se traduit dans le bid offer sur un prix de marché. Enfin, donc on ne va pas y échapper. Ce sera en fonction de ce que tu as dans ton portefeuille, si tu préfères investir sur l'eau ou investir sur l'éolien, bon, bah, c'est pas la même chose. Ce sera pas la même perspective. Et ça, c'est une interprétation, une opinion de marché de la donnée. Mais après, le vrai problème, qui est d'abord à régler, il est au niveau des data brutes. Voilà. Petit commentaire, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mariem, et avec ce que disait Paul aussi. C'est effectivement cette distinction entre finalement les sources de données quantitatives et le qualitatif qui est extrêmement présent sur la dimension finance durable et ESG. Et ça l'est d'autant plus, par exemple, côté actifs non listés, dans la mesure où beaucoup des informations qui sont collectées se font sur la base du déclaratif. Donc, il n'y a aucune obligation encore. Et effectivement, tu mentionnais CSDR qui devrait arriver prochainement et qui va peut-être aider à standardiser, à normaliser un petit peu l'ensemble des industries finalement et des acteurs de ces industries dans la manière dont ils vont pouvoir reporter et remonter des analytiques et des métriques ESG. Mais pour le moment, ce cadre n'est pas encore en place et donc les participations, les invested companies remontent des informations sur la base du déclaratif. Alors, on est dans un cercle vertueux, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est l'intérêt de tout le monde d'aller dans le bon sens et de ne pas dire n'importe quoi et de marketer des produits qui ne correspondraient pas aux besoins de leur clientèle, puisque in fine, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais il y a encore du travail à faire, en effet, et je crois que la réglementation est là pour aider dans ce sens, puisque en fait, la réglementation ne va jamais nous dire dans quoi investir et comment investir. Mais par contre, elle peut poser les jalons qui vont nous permettre de comparer les éléments entre eux, de sorte que voilà, les décisions d'investissement de la part des fund managers et de la part des investisseurs soient prises en totale connaissance de l'ensemble des informations. Très bien. Écoutez, merci pour. Alors, je vois qu'on l'heure a tourné sans qu'on s'en rende compte. Donc, Adina Gregorio et Tiffaine Saltini nous ont quittés. Ce qui veut dire que si certaines questions leur sont adressées ou si vous, parmi l'audience, vous souhaitez compléter certains points avec elles, nous serons ravis de vous mettre en relation. Je crois qu'on a eu un tour d'horizon qui était assez intéressant. On est dans un cadre finalement où il y a 20 ans, on a démarré par des soft laws, un cadre non contraignant, hein, si on reprend les prémices en 2002. Finalement, ce cadre réglementaire, si je peux me permettre en conclusion, ce cadre réglementaire devrait permettre de clarifier et d'aligner un peu plus les propositions et les modes de fonctionnement des différents acteurs de façon peut-être un peu plus vertueuse. Je crois qu'on le souhaite tous. Du coup, il est maintenant midi. Écoutez, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos interventions et vos feedbacks. Merci aussi également à l'audience pour les questions. Vous pourrez nous retrouver en replay sur la chaîne du Pôle Finance Innovation et je l'espère à très bientôt. Merci Mariem, merci Paul, merci Omar et merci à vous de nous avoir écoutés ce matin. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous et tous, au revoir. Au revoir.